Pendant un moment, on a eu l'impression que James Spader avait tout simplement disparu. Un instant, il était partout, déstabilisant le public, volant la vedette, laissant cette étrange impression persistante longtemps après le générique. Puis, presque sans prévenir, le téléphone s'est tu, pas d'adieu en grande pompe, pas de retour fracassant. Et maintenant, sans aucun nouveau projet en vue, cette question familière revient de me tarauder. Pourquoi James Spader a-t-il quitté Hollywood? Et pourquoi n'a-t-il jamais semblé vraiment pressé d'y revenir? L'enfance qui a forgé son côté sombre. L'enfance de James Spader s'est déroulée aux portes de l'école. Il a grandi dans un logement de fonction à la Brooks School, un établissement privé où son père enseignait l'anglais. Sa mère enseignait les arts plastiques dans une autre école des environs. Plus tard, James fut envoyé à la Phillips Academy d'Andover, l'un des lycées les plus prestigieux du pays. Sur le papier, il baignait donc dans un milieu privilégié et bénéficiait d'une excellente éducation. En réalité, sa vie était bien plus modeste qu'il n'y paraissait. Il n'y avait pas beaucoup d'argent de côté à la maison. 2 enseignants élevant une famille avec leur salaire d'enseignant, c'était toujours un peu serré. Et il y a là une ironie, aussi discrète soit-elle. Malgré tout le soutien éducatif dont il bénéficiait, Spader n'était pas un élève modèle. Agité et perturbateur, il en était parfaitement conscient. Plus tard, il se décrivit lui-même comme un élève épouvantable, incapable de rester assis et de respecter les règles. Il a donc trouvé d'autres moyens de s'occuper. Et par s'occuper, il entend se débrouiller. Dès l'âge de 10 ans environ, il cherchait déjà à gagner de l'argent par tous les moyens. Il faisait des courses, gardait des enfants, vendait tout ce qui lui tombait sous la main et avait même installé un petit stand devant chez lui pour vendre du jus concentré congelé. À un moment donné, il s'est aussi essayé au journalisme, en créant un journal étudiant éphémère avec des actualités nationales, des sports locaux et ses propres dessins. Ce n'était pas pour étoffer son CV. Il s'agissait de survie, de curiosité et de cet instinct primordial de créer, de vendre ou de devenir quelqu'un. Tout au long de cette période, ses parents l'ont toujours soutenu sans faille. Ils parlaient souvent de l'amour qu'ils portaient à leurs enfants et du sérieux avec lequel ils assumaient leur rôle de parents. Il admirait tout particulièrement son père, qui dirigeait le foyer où vivait James. Son père avait la réputation d'être juste, calme et respectueux, le genre d'homme que les étudiants adultes ne voulaient pas décevoir. Même les enfants qui semaient la pagaille partout ailleurs se tenaient bien dans son dortoir, non par peur, mais par respect. Puis, quelque chose changea lorsque Spader découvrit la scène. Dès qu'il a commencé à jouer la comédie, il ne s'est pas contenté de progresser, il s'est investi à fond. Le théâtre lui a permis de se concentrer comme l'école ne l'avait jamais fait. C'était la première chose dans sa vie qui lui correspondait vraiment. Et une fois cela arrivé, l'école a commencé à lui paraître une distraction plutôt qu'une voie d'avenir. Alors, à 17 ans, il a pris une décision radicale. Il a quitté l'école et est parti directement à New York pour se consacrer pleinement à sa carrière d'acteur. Le rêve était grand, la réalité fut dure. Il n'y eut pas de percées instantanées, pas de succès du jour au lendemain. Il n'y avait que des auditions, des refus et une multitude de petits boulots pour survivre. Il a même pelleté du fumier dans des écuries. Il acceptait n'importe quel travail qui lui permettait de gagner de l'argent. Et puis, il y a eu ce poste de professeur de yoga. Il s'est retrouvé à enseigner le yoga sans rien y connaître. Aucune formation, aucune certification, aucune notion. Il a accepté le poste car les horaires étaient flexibles et l'ambiance agréable. Sa méthode était simple et totalement improvisée. Il tamisait la lumière, augmentait le chauffage, incitait les gens à prendre des pauses qu'il inventait sur le champ et il lui arrivait même de s'endormir pendant l'exercice. C'était absurde, c'était honnête et c'était une question de survie. Cette franchise brutale l'a suivi tout au long de sa carrière. Il n'a jamais prétendu que le métier d'acteur était une vocation sacrée. Il reconnaissait ouvertement qu'il travaillait beaucoup, parfois trop, et souvent par nécessité financière. Nombre des rôles qu'il acceptait n'étaient pas motivés par une soif artistique, mais par la réalité des factures à payer. Malgré tout, même sous pression, il s'efforçait de choisir les meilleurs projets possibles avant que son compte en banque ne l'y contraigne. Et puis, il y a eu cet étrange problème auquel il s'est heurté très tôt. Il était trop beau. Il ne ressemblait pas à l'acteur de composition complexe et atypique qu'il se sentait être au fond de lui. Il avait l'allure d'un premier rôle. Hollywood voyait d'abord le visage et ensuite l'âme. Alors, comme il ne correspondait pas tout à fait à l'image du héros parfait, on l'a relégué dans la catégorie suivante. Le méchant. Et il a joué ce rôle à fond, tout au long des années,
1980. Spade s'est forgé une réputation en incarnant des hommes manipulateurs, arrogants et moralement douteux. C'était le genre de type qu'on adorait détester. Il dégageait une aura mielleuse et arrogante qui rendait ses personnages à la fois réels et profondément dérangeants. Dance Pretty, in Pink, son audition était si convaincante que la directrice de casting aurait eu une réaction physique de dégoût à son égard avant de se rappeler qu'il s'agissait d'une simple performance. C'est dire son talent. À la fin des années 80 et au début des années 90, il accède à des rôles principaux, mais jamais conventionnels. Ses personnages restent étranges, sensuals, obsessionnels et psychologiquement instables. Il était attiré par les histoires de désir, du control, d'intimité et des tensions entre les êtres. Ce n'était pas un hasard. Spader attribuait en grande partie cela à son éducation. Il a grandi dans une famille extrêmement ouverte, progressiste et peu encline à la pudeur. Il avait 2 sœurs aînées et la nudité, l'intimité et le corps étaient abordés avec naturel. Les portes de la salle de bain restaient ouvertes. Les vêtements étaient facultatifs. Son milieu familial lui avait appris très tôt que la sexualité n'était ni cachée ni honteuse. C'était simplement une partie de la vie. Il a déclaré plus tard ne pas se souvenir d'une époque où la sexualité n'était pas le prisme à travers lequel il percevait le monde. Cet environnement l'a profondément marqué. Avoir grandi entouré de femmes sûres d'elles et dominantes a également influencé sa façon d'appréhender le pouvoir, l'attirance et l'identité. Cela a éveillé en lui une curiosité pour le comportement humain qui ne s'est jamais vraiment estompée. Une anecdote de son enfance l'illustre parfaitement. Sa famille possédait un camp de vacances qui était en fait un ancien poulailler transformé, construit avec de fines planches de pin pleines de nœuds. Sa chambre était mitoyenne de celle de sa sœur, et à travers ces minuscules trous dans le mur, il devenait un observateur silencieux de la vie, des relations et des moments qu'il n'aurait sans doute pas dû voir. Cette habitude d'observer, de remarquer et d'absorber ne l'a jamais vraiment quitté. Elle s'est simplement transformée en jeu d'acteur lorsque tout s'est enfin éclairé. Pour les acteurs, la quarantaine marque le début d'une période où le téléphone sonne un peu moins. Pour James Spader, c'est le moment où tout s'est enfin mis en place. Il n'a jamais été du genre à gravir les échelons. Il ne courait pas après la gloire, les franchises ou les gros titres. Il prenait tous ses étés de congé pour être avec ses enfants. Il reconnaissait ouvertement qu'il acceptait généralement des rôles quand il était à court d'argent et que les factures commençaient à s'accumuler. Et pourtant, contre toute attente, son travail n'a cessé de s'améliorer au lieu de stagner. Le véritable tournant est survenu en 2002 avec le film Secretary. Spader I Incarnati, Edward Gray, un homme qui mêlait distance émotionnelle, control, obsession et une forme d'intimité très particulière, le tout formant un ensemble troublant. D'après Maggie Gyllenhaal, qui jouait à ses côtés, cette étrange attitude n'était pas feinte pour les besoins du tournage, elle était présente dès le départ. Lors de leur toute première lecture de scénario, il l'a à peine remarqué. Pas de présentation, pas de conversation. Il s'est simplement assis, l'a regardé et est resté là. Elle se sentait à la fois attirée et mal à l'aise. Ils n'avaient pas échangé leur numéro de téléphone. Elle ne savait presque rien de sa vie privée. À mi-chemin du tournage, il l'a prise à part et lui a dit, lentement et délibérément, qu'il avait toujours un allié sur chaque projet et que sur celui-ci, c'était elle. À partir de ce moment, leur relation prit des allures de spectacle étrange. Ils partageaient une caravane, séparée par une paroi d'une finesse extrême. Il pouvait entendre sa respiration, elle pouvait entendre ses mouvements, mais au lieu de simplement lui parler à travers la paroi comme tout le monde, il envoyait un assistant de production frapper à sa porte pour l'appeler officiellement. Elle faisait les 2 pas qui la séparaient de la maison, frappait, était invitée à entrer et on lui offrait un morceau de chocolat. C'était devenu leur rituel, un écho discret et théâtral du film qu'ils tournaient. Gyllenhaal a décrit plus tard leur relation comme compliquée. Il y a eu des moments de complicité et de chaleur, et d'autres où il l'a complètement ignorée, ce qui, de son propre aveu, l'a blessée plus qu'elle ne l'avait imaginé. Lors de la promotion du film, il a déclaré que la seule personne sur le plateau qui l'intéressait était Lee Holloway. C'était le personnage qu'elle incarnait. Au début, elle s'est sentie ignorée, puis elle a compris que, pour lui, il n'y avait pas de réelle séparation entre l'acteur et son rôle. Il ne l'ignorait pas, il ne voyait que le personnage. Cette frontière floue entre performance et personnalité est devenue un élément déterminant de sa réputation. À peu près au même moment, Hollywood a discrètement compris autre chose. L'immobilité émotionnelle de Spader, son débit calme et son calme troublant n'étaient pas seulement parfaits pour le drame, ils l'étaient aussi pour la comédie.
Cela est devenu évident lorsqu'il a rejoint le cabinet lors de sa dernière saison sous le nom d'Alan Shore. Alan Shore n'était pas qu'un simple avocat. Il était brillant, manipulateur, charmant, sans scrupules et doté d'une conscience aiguë de lui-même. Il a obtenu des résultats qui ont mis tout le monde mal à l'aise. Sa présence a complètement changé l'atmosphère de la série et la fin de la saison ressemblait moins à une conclusion qu'à une mise en place. Cette mise en place est devenue Boston Legal. Spader, initialement un personnage secondaire, est devenu le visage de la nouvelle série, aux côtés de William Shatner, qui incarnait le légendaire et déjanté Denny Crane. Sur le papier, l'association aurait dû être vouée à l'échec. Deux fortes personnalités. Deux acteurs réputés pour leur jeu théâtral excessif. Mais à l'écran, ils se complétaient à merveille. Spader incarnait le chaos maîtrisé face au chaos théâtral de Shatner. L'une douce, l'autre explosive. L'une chirurgicale, l'autre absurde. L'alchimie était indéniable et a fait de ce spectacle un événement rare. Une série judiciaire capable d'aborder des thèmes difficiles tout en restant drôle, originale et étonnamment émouvante. Le milieu l'a remarqué. Spader a remporté 2 Emmy Awards consécutifs pour ce rôle, devançant certaines des plus grandes stars de la télévision. Et puis, il y a cette occasion manquée de peu qui a failli redéfinir l'histoire de la comédie. Lors de la création d'Anchorman, le casting fut chaotique, expérimental et plein de surprises. Les créateurs ont organisé de nombreuses auditions, testé différentes combinaisons et constitué progressivement la troupe qui allait devenir culte. Ce que presque personne ne savait à l'époque, c'est que James Spader était profondément intéressé par le rôle de Brick Tamland. Pas légèrement intéressé, pas curieux, mais obsédé. Lorsque le scénario a commencé à circuler, on a appris que Spader voulait absolument le rôle. L'équipe créative a réagi avec incrédulité. Il ne correspondait pas au profil attendu du personnage. Brick était bruyant, idiot, chaotique et caricatural. Spader était impassible, cérébral et dérangeant. Mais cela lui importait peu. Il en avait immédiatement saisi l'humour. Il a perçu le potentiel comique du personnage et a voulu en faire partie. Il a insisté lourdement. L'équipe a longuement débattu de la question. Ils ont longuement hésité. Finalement, ils ont jugé que Spader était presque trop bon, trop précis, trop perspicace pour ce genre de bêtises. Ils ont donc choisi Steve Carell. Et l'histoire a suivi son cours habituel. Rétrospectivement, on comprend aisément comment Spader, dans ce rôle, aurait complètement transformé l'atmosphère de Brick Tamland. De la même manière qu'il a incarné plus tard Robert California dans The Office. Le choix des acteurs qui a tout changé. Croyez-le ou non. The Office a débuté comme un simple remake d'une série britannique créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant. À l'époque, c'était un pari risqué. La série originale était d'une maladresse affligeante, d'un ennui mortel, et construite autour de moments que la plupart des séries télévisées s'efforçaient d'éviter. Gervais, en particulier, était fasciné par les aspects gênants du quotidien. Il pensait que le véritable drame ne résidait pas dans les grands discours enflammés ou les disputes explosives, mais dans ces petits moments embarrassants que l'on souhaiterait voir disparaître. Un silence gênant, une blague ratée, un faux pas social que personne ne sait comment rattraper. Cette étrange alchimie est devenue le cœur du spectacle. Contre toute attente, cette sensibilité a traversé l'Atlantique. Un agent artistique du nom de Ben Silverman a vu la version britannique lors d'un séjour au Royaume-Uni et a immédiatement compris ce qui la rendait si particulière. En 2005, il vendit le concept à NBC et la version américaine fut officiellement lancée. La série trouva son rythme grâce à une équipe de scénaristes talentueux, dont Mindy Kaling et BJ Novak, et à une distribution parfaitement équilibrée. Steve Carell et Rainn Wilson apportaient une comédie débridée et audacieuse, tandis que Jenna Fischer et John Krasinski insufflaient à l'ensemble une énergie plus réaliste et quotidienne. C'est ce mélange qui a contribué à faire de The Office un phénomène culturel. Mais aucune série ne dure éternellement. L'âge d'or de la série a connu un tournant lorsque Steve Carell a décidé de partir après la saison 7. Il estimait que l'histoire de Michael Scott avait atteint sa conclusion naturelle et son départ a posé un problème majeur à la série. Comment remplacer un personnage pareil? Au lieu d'imiter Michael Scott, les producteurs ont fait le choix inverse. Ils ont introduit un personnage totalement différent. Et c'est là que James Spader est entré en scène. Le chemin qui a mené à son casting s'est éclairci grâce au livre d'Andy Green, The Office, qui raconte l'histoire inédite de la sitcom culte des années 2000. Tout a commencé avec le dernier épisode de la saison septembre, Search Committee, où une pléiade de célébrités auditionnait pour le poste de manager.
Jim Carrey, Will Arnett, Ray Romano et bien d'autres étaient présents, mais la performance de Spader s'est immédiatement démarquée. Son personnage, Robert California, n'était ni chaleureux, ni maladroit, ni attachant. Il était lisse, intense et inquiétant. Un personnage mystérieux et sûr de lui, comme sorti d'une autre série. Ce contraste le rendait incontournable. Son impact fut tel que la chaîne s'y intéressa rapidement. Bob Greenblatt, cadre chez NBC, insista pour que Spader soit embauché, et l'équipe créative donna son accord. Les scénaristes et les producteurs étaient fascinés par l'énergie étrange qu'il dégageait sur le plateau. C'était inhabituel, un peu dérangeant et étrangement captivant. Et ils voulaient l'explorer. Ironie du sort. Le rôle de Robert California n'était pas censé durer. À l'origine, Spada ne devait apparaître que dans 2 courtes scènes. Il devait simplement figurer parmi les figurants du montage d'interview, mais une fois les images reçues, ce plan est tombé à l'eau. Malgré son temps d'écran limité, le personnage paraissait vivant. Il a apporté tension, mystère et une gravité étrange, inédite dans la série. Les scénaristes ont compris qu'ils ne pouvaient pas simplement le laisser partir. Spader a tout de suite été emballé. Il appréciait l'équipe créative, se sentait en phase avec l'ambiance sur le plateau et était tout à fait d'accord pour faire une apparition rapide. Alors, quand les producteurs sont revenus vers lui pour lui proposer de rester plus longtemps, il a accepté. Du coup, il n'était plus un simple invité, mais le personnage central de la saison 8. Et oui, beaucoup de fans vous diraient que c'est à ce moment-là que la qualité a commencé à décliner. Voyez-vous, Steve Carell dans le rôle de Michael Scott était un de ces rares moments où l'acteur et le personnage ne faisaient plus qu'un. Ce n'était pas juste un bon choix de casting, c'était un coup de foudre. Alors, quand Carell a quitté la série après la saison septembre, son successeur ne se contentait pas de reprendre un rôle. Il entrait dans une ère où il semblait impossible de se hisser à la hauteur. C'est dans cet espace que James Spader a investi la saison 8 dans le rôle de Robert California. Et cela s'est ressenti presque immédiatement. Robert California vivait dans un univers émotionnel complètement différent de celui de tous les autres à Scranton. Au bureau, tout tourne autour du débit de paroles rapides, des silences gênants, des tensions mesquines et du chaos émotionnel. Les gens se confient trop, se sentent mal à l'aise et finissent par perdre pied. Ce désordre est précisément ce qui le caractérise. Robert California n'évoluait pas du tout dans cet espace. Il était calme là où tous les autres étaient frénétiques. L'un là où tous les autres se précipitaient. Maîtrisé là où tous les autres perdaient le contrôle. Il n'était ni maladroit, ni dépendant, et certainement pas vulnérable. Au lieu de se laisser emporter par le chaos, il planait au-dessus, froid, distant et d'une intimidation discrète. Et cette simple différence a subtilement changé l'atmosphère du spectacle. La prestation de Spader n'était pas mauvaise, au contraire, elle était techniquement irréprochable. Il était concentré, posé et intense. Mais ce personnage sapait l'énergie des scènes au lieu de l'enrichir. Au lieu de se connecter aux autres acteurs, il les dominait souvent. Au lieu de rehausser le comique, il l'aplatissait. L'humour de The Office reposait sur les efforts excessifs des personnages, leurs échecs publics et leurs besoins désespérés d'approbation. Robert California, Louis, ne voulait rien de tout cela, et sans ce besoin, la dynamique émotionnelle de la série s'est enrayée. Même en coulisses, l'alchimie n'a jamais vraiment opéré. Certains membres de l'équipe ont remarqué que Spader improvisait de longs monologues pesants qui ne résistaient pas toujours au montage. D'autres estimaient qu'il n'était tout simplement pas à l'aise avec le rythme décontracté et chaotique de la série. Les acteurs étaient habitués à des réactions rapides, des interruptions et une grande précision dans le timing. Spader avait un style plus maîtrisé et dramatique, et ces deux approches ne se rejoignaient pas toujours. Spader lui-même ne le voyait pas ainsi. Selon lui, la plupart de ses œuvres ont été adaptées à l'écran, et si ce n'était pas le cas, il se serait adapté. Mais autour de lui, on sentait de plus en plus que quelque chose clochait. Même ceux qui façonnaient l'esthétique et l'ambiance de la série ressentaient cette tension. L'équipe des costumes, les scénaristes et les producteurs s'efforçaient tous de modeler Robert California pour qu'il s'intègre à l'univers de Scranton. Mais le personnage refusait de s'ancrer dans le réel. Il était conçu pour déstabiliser, pour être imprévisible, pour se démarquer. Et dans une série entièrement construite autour du lien, du malaise et de l'intimité émotionnelle, cette singularité devenait un problème. Voilà la raison principale de l'échec de l'expérience. The Office n'était pas une série sur des personnes puissantes dominant les lieux. Elle racontait l'histoire de personnes ordinaires, prisonnières d'espaces restreints, qui tentaient désespérément d'avoir de l'importance les unes pour les autres.
Michael Scott travaillait parce qu'il aspirait à l'amour, à l'approbation, au rire et à la reconnaissance. Et il n'a pas réussi à obtenir tout cela de manière profondément humaine. Robert California, Louis, ne voulait rien de personne. Il observait, jugeait et contrôlait. Cela le rendait intéressant, mais ne lui permettait pas de s'intégrer. Finalement, James Spader n'a donc pas échoué. La série The Office n'était tout simplement pas faite pour James Spader. James Spader a disparu d'Hollywood. On comprend maintenant pourquoi. Hormis quelques exceptions, la carrière de James Spader s'est principalement déroulée en marge du cinéma grand public. Sa filmographie regorge de films étranges, intimistes et souvent dérangeants, qui semblent plus à leur place dans les salles d'art et d'essai que dans les multiplexes. Des films comme Dream Lover, Crash It Secretary. Ce choix a déterminé tout ce qui a suivi. Tandis que d'autres acteurs recherchaient les blockbusters et la popularité auprès du grand public, Spader s'est discrètement forgé une réputation en choisissant ses rôles selon leur intérêt et non leur rentabilité potentielle. Dans les années 1980, cela le plaçait dans une position délicate. Il avait le physique d'une idole des jeunes, mais l'instinct d'un acteur de composition. Il n'était pas fait pour jouer le héros lisse et parfait, ni le premier rôle romantique. Il était attiré par les originaux, les marginaux, les méchants et les gens qui cachaient quelque chose de brisé ou de troublant. Au lieu de devenir une star de cinéma traditionnel, il s'est forgé une place de choix en incarnant des antagonistes charismatiques et des anti-héros profondément tourmentés. Il en résulte une œuvre fascinante, mais aussi le fait qu'il était rarement le premier choix d'un studio en quête d'un rôle principal consensuel et populaire. Même son plus grand succès commercial reflète cette tendance. Son film le plus lucratif est Avengers, l'ère d'Ultron, et il n'apparaît même pas à l'écran. Il prête sa voix à Ultron, une intelligence artificielle froide et menaçante, obsédée par la destruction de l'humanité. Do Pure Spader. Intense, étrange, mémorable et totalement anticonformiste. En dehors des plateaux de tournage, ses priorités l'ont éloigné encore davantage des sentiers battus d'Hollywood. À la fin des années 1980, il a fondé une famille avec sa première épouse, Victoria Keel. Et au début des années 1990, ils avaient 2 fils. Alors que de nombreux acteurs ont profité de cette période pour accélérer leur carrière, Spader a ralenti la sienne. Il voulait être chez lui. Il voulait passer ses étés avec ses enfants. Il a donc refusé de nombreux rôles, n'acceptant que lorsque la rémunération était suffisante ou lorsqu'il en avait réellement besoin. Ce choix a engendré ce qui, de l'extérieur, ressemble à une période de calme, voire de stagnation, entre son rôle révélateur dans Sexe, Mensonge et Vidéo et son retour en force avec Secrétaire en 2002. Il n'a joué que dans relativement peu de films ayant marqué la culture populaire. Il y avait bien eu des projets comme Stargate et Wolf, mais rien qui le maintenait constamment sous les feux de la rampe. C'était un pari risqué. En se retirant volontairement, il courait le risque d'être perçu comme peu fiable, sans ambition, ou tout simplement oublié. Ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est que Spader n'a jamais prétendu que cela faisait partie d'un plan machiavélique. Il a même affirmé ouvertement le contraire. Il s'est décrit comme un piètre gestionnaire de carrière, un mauvais planificateur et totalement désintéressé par le côté commercial d'Hollywood. Développer des projets, se constituer un réseau, assurer la continuité des activités, il déteste tout cela. S'il n'est pas physiquement présent sur un plateau de tournage, il préfère se couper complètement du milieu. Cette même désinvolture se retrouve dans sa gestion financière. Il a admis ne pas être particulièrement responsable avec l'argent. Pendant des années, il travaillait, gagnait sa vie, dépensait, puis se retrouvait presque à sec au moment de trouver un nouvel emploi. Cette pression financière devint l'une des principales raisons pour lesquelles il accepta de nouveaux rôles. C'est aussi ce qui le poussa finalement vers la télévision, qui offrait un revenu stable et une sécurité à long terme que le cinéma propose rarement. Contrairement à nombre de ses contemporains, Spader ne fit jamais la une des tabloïds. Il n'y a eu ni scandale public, ni crises retentissantes, ni images de célébrités soigneusement orchestrées. Il a toujours farouchement protégé sa vie privée. Il affiche ouvertement son aversion pour les apparitions publiques, les tapis rouges, les interviews et le jeu que la célébrité implique. Il a décrit les avant-premières comme une expérience accablante et épuisante, à subir plutôt qu'à apprécier. Dès le début de sa carrière, il était mal à l'aise face à cette attention médiatique, plaisantant sur son allure décalée et gauche devant les flashs des appareils photo. Au lieu de vivre cette intensité publiquement, il semble la canaliser dans son travail. Il a déclaré être attiré par les personnes étranges, les personnalités atypiques et les personnages qui vivent en marge de la norme.
À bien des égards, ces personnages lui permettent d'explorer des aspects de la nature humaine qu'il trouve fascinants, mais qu'il ne souhaite pas vivre dans la réalité. Il n'a jamais considéré le métier d'acteur comme une vocation sacrée. Pour lui, tout a commencé comme un passe-temps, une activité divertissante qu'il pratiquait en parallèle de petits boulots, jusqu'au jour où c'est devenu son gagne-pain. Tandis que d'autres couraient après la gloire, Louis, il recherchait des expériences enrichissantes. Jouer la comédie lui permettait d'explorer d'autres vies, d'endosser d'autres identités, de vivre des situations qu'il n'aurait jamais connues autrement. Ce goût du jeu ne l'a jamais vraiment quitté. Il a même qualifié sa propre carrière de paisible. Non pas qu'il ne travaille pas dur sur les plateaux, mais parce qu'il ne souhaite pas travailler sans cesse. Il valorise davantage la vie que la visibilité. Il préfère les longs intervalles entre ses projets. Il aime disparaître. Quand il travaille, il se donne à fond. Quand il ne travaille pas, il ne se donne vraiment pas à fond. Cette intensité, cependant, entraîne ses propres complications. Spadr a la réputation d'être difficile, exigeant et extrêmement pointilleux. Il est connu pour être sensible aux moindres détails, même ceux qui échappent à la plupart des gens. Il a parlé ouvertement de ses tendances obsessionnelles et de leur impact sur son comportement sur les plateaux de tournage. Cette concentration extrême contribue à son charisme à l'écran, mais elle peut aussi compliquer la collaboration. Ses partenaires le décrivent comme quelqu'un qui interrompt une scène au moindre détail qui lui paraît déplacé. Une entrée en scène qui sonne faux, un geste qui manque de naturel, un moment qui manque d'émotion, d'authenticité. Il interrompt tout jusqu'à ce que ce soit réglé. Ce perfectionnisme peut être frustrant, mais c'est aussi ce qui rend ses interprétations si précises et vivantes. Au début de sa carrière, son physique et sa présence ont influencé les rôles qu'on lui proposait. Il paraissait toujours plus âgé, plus sûr de lui, plus posé, moins vulnérable. Cela le rendait idéal pour les personnages dominateurs, manipulateurs ou moralement ambigus. Avec le temps, c'est devenu sa marque de fabrique. Le gosse de riche arrogant, le méchant séducteur, le sociopathe charmant. Un esprit brillant et dangereux. Cette image est restée. Même lorsqu'il tentait d'incarner des personnages plus doux ou plus innocents, on percevait toujours quelque chose d'inquiétant sous-jacent. Il a raconté avoir passé des auditions pour des rôles de personnages doux et s'être entendu dire ensuite qu'il les avait effrayés. Ce décalage entre qui il est et l'image que les gens se font de lui l'a suivi tout au long de sa carrière. Alors, il a joué le jeu. Il a pleinement assumé son rôle d'homme que le public adore détester. De Pretty in Pink à Boston Legal, en passant par The Blacklist, Secretariat Ultron, il est devenu l'incarnation, voire la voix, de l'intelligence, du danger et de la complexité morale. Une forme de célébrité bien étrange. Il est célèbre, mais pas partout. Celebré, mais pas omniprésent. Respecté, mais rarement dans le grand public. Et pour l'instant, aucun projet de film n'est en préparation.